séquence convergence d'informations pour les investisseurs entre les banques centrales, la macroéconomie et les résultats d'entreprise. Nouveau tour de piste pour les banques centrales cette semaine avec notamment la Fed attendue mercredi soir. Nous en parlons avec John Plassard avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot peut-être de ce qu'il faut retenir de la communication de la BCE la semaine dernière et par rapport à la communication tenue par Christine Lagarde, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la communication attendue de Jérôme Powell ce mercredi soir, John ? Bonjour Grégoire. Alors on devrait avoir plusieurs choses. D'abord, on pense que le ton devrait être un peu plus au quiche que la dernière fois qu'il a parlé, qui avait laissé plus ou moins une porte. En tout cas, le consensus avait entendu qu'il y avait une porte qui s'était entrouverte pour que la Fed puisse baisser ses taux en mars. Ça va pas être le cas. Si on regarde ce que disent les minutes de la Fed qui ont été publiées en décembre, vous savez, c'est le rapport préliminaire 2 semaines avant la réunion de la Fed. Eh bien, elle suggère que d'un côté, les risques de hausse de taux ont diminué, même si on sait qu'il y a des effets de base en début d'année, mais d'un autre côté, c'est ça qui est important de noter, c'est que les minutes de la Fed notent qu'il y a une inflation persistante qui subsiste, notamment sur le secteur du logement et des services non résidentiels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un balancier qui s'arrête au milieu, d'une certaine manière, et que les toutes dernières statistiques économiques qu'on a eues, notamment la semaine passée sur la croissance américaine, largement supérieure aux attentes au 4e trimestre et sur l'ensemble de l'année, eh bien, ne laissent que très très peu d'espoir, je dirais, sur une baisse des taux en mars prochain. Alors, normalement, Jérôme Powell devrait confirmer ça, devrait être un peu plus dur dans son discours qu'il ne l'avait été. Alors, évidemment, il va y avoir pas mal de questions qui vont lui être posées en lui demandant si c'est un rétropédalage ou c'était une erreur de communication. Alors évidemment, il est assez fort pour s'en sortir. Donc à ce niveau-là, ça devrait être très intéressant. Et il y a une chose, Grégoire, dont personne presque ne parle, c'est que vous savez qu'à partir de cette année, comme chaque année, eh bien, vous avez des nouveaux membres de la Fed qui sont des membres entrants et d'autres sortants. Vous en avez 4 qui rentrent, 4 qui sortent pour les votes. Et cette année, ceux qui rentrent, eh bien, sont des membres qui sont plus au quiche, plus faucons. Et donc, on pourrait avoir potentiellement dans le discours, le premier discours dans cette première réunion de la Fed de l'année, eh bien, un discours qui soit un peu plus au quiche, mais qui soit alimenté par ces nouveaux membres qui arrivent ici en ce début d'année. Donc c'est très intéressant de regarder ça, aussi très intéressant de regarder comment le marché va réagir. On rappelle quand même, par exemple, que le rendement du 10 ans américain est remonté à 4,15, voire 4,18 la semaine passée, que le dollar s'est nettement apprécié face à l'euro, alors que tout le monde pensait que c'était le sens inverse qu'allait prendre la paire euro-dollar. Et donc ici, on devrait avoir une confirmation de ces nouvelles tendances mercredi soir. Bon, ce sera évidemment l'un des événements à suivre cette semaine parmi tous les autres que je citais en introduction. John, évoquons également avec vous certains risques exogènes qui sont présents aujourd'hui dans le radar des investisseurs avec une dynamique plutôt en augmentation. On pourra parler du risque social. Il y a également ce qui se passe autour du transport maritime. John, alors perturbé évidemment par les événements au Moyen-Orient et par l'accès toujours plus difficile de la mer Rouge, évidemment, mais il y a également, dans l'autre partie du globe, ce qui se passe autour du canal de Panama, qui n'est pas neutre. Ça fait déjà des semaines que ce phénomène de sécheresse s'est installé, John. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation à ce stade et des enjeux que représentent les perturbations du transport à travers le canal de Panama pour la sphère économique en général ? Elles sont très importantes. D'abord, il faut rappeler, vous l'avez dit, c'est très important parce que Christine Lagarde a parlé de ces problèmes géopolitiques qui entravent le transport au Proche-Orient, en mer Rouge, pardon. Et donc ici, ce qu'il va falloir regarder, c'est aussi ce qui se passe au Panama, parce qu'aujourd'hui, on a les toutes dernières restrictions qui limitent de 36% le nombre de navires qui traversent le canal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Alors, d'abord, les premiers
premier touché, c'est le Panama. Hein. Vous savez que le canal est le moteur économique du pays. Il a contribué directement à hauteur de 2,5 milliards de dollars au trésor national du Panama l'année passée. C'est plus de 6% du PIB du Panama. On estime qu'à travers ce canal, eh bien, il y a 2,5% du commerce mondial qui passe à travers les écluses au cours d'une année moyenne. En 2023, on a eu plus de 14 000 navires qui sont passés par là. Et il faut savoir que, en fait, si vous ne passez pas à travers le canal du Panama, vous passez par le Cap Horn. Alors, très, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un bateau qui relie New York à San Francisco, eh bien, il devrait, normalement, il fait 9700 km en passant par le canal de Panama, mais s'il passe par le Cap Horn, il fait 24 500. Donc, 9700 contre 24 500 km. Donc, c'est un détour énorme. Alors, il y a des impacts. Alors, vous l'avez dit, à court terme, eh bien, sur le ralentissement du trafic maritime, comme on a en mer Rouge, vous avez des retards, bien évidemment, vous avez une augmentation des coûts, et puis vous avez une perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Hein. On s'en souvient, notamment lors du Covid, que ça avait eu un impact très important, notamment sur la livraison des semi-conducteurs. Alors, c'est pas, là, on ne parle pas de l'Asie, hein, on parle surtout de l'Amérique et des pays d'Amérique et Amérique latine. Et l'impact sur le plus long terme, eh bien, est encore plus important. Pourquoi? Parce que y a ces modifications qui vont se faire potentiellement, plus ça va durer, et donc ça va avoir des effets dévastateurs sur l'économie panaméenne et dans la région, et nuire bien évidemment à la réputation du Panama. Il faut juste rappeler une chose, c'est qu'au Panama, vous avez plusieurs lacs, et bien dans ces lacs sont extraits de l'eau qui normalement est aussi filtrée pour avoir de l'eau potable pour la population, mais cette eau est tirée pour être mise dans le canal pour éviter qu'il s'assèche totalement. Donc on voit que c'est une situation extrêmement importante et les banquiers centraux le regardent de plus en plus près parce que ça a aussi un impact sur l'inflation. Puis c'est la répétition évidemment de ces phénomènes qui marquent les esprits. Alors j'ai moins en tête ce qui se passe au Panama, au canal de Panama depuis ces dernières années, mais en revanche, je sais que chaque été depuis plusieurs années maintenant, on regarde le niveau du Rhin en Allemagne, John, et qu'on a des mesures évidemment très précises et qu'au fur et à mesure des étés chauds qui se succèdent, on voit effectivement le Rhin et des niveaux d'eau dans le Rhin qui ne permettent plus à certains moments de faire passer autant de bateaux, de chimiquiers et autres que d'habitude. Ça coûte aussi de la croissance à chaque fois, en instantané en tout cas, pour un pays comme l'Allemagne. Oui, tout à fait. Et vous avez de nombreuses études qui sont ressorties chaque année parce que plus les années avancent, alors on peut l'appeler le phénomène climatique, ce que je pense, mais il y a des gens qui disent El Niño, etc. Mais très concrètement, c'est un assèchement et c'est les bateaux qui sont les plus lourds qui ne peuvent pas passer. Donc ça a un impact économique très très important sur l'Allemagne qui se ressent entre autres, alors aussi pour d'autres raisons, mais sur la croissance économique négative de l'Allemagne actuellement, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce que vous regardez la montée des risques sociaux aujourd'hui en Europe ? Alors évidemment en France, en premier lieu peut-être, mais également dans un pays comme l'Allemagne ou d'autres, John. Est-ce que ces risques sociaux font peser effectivement un risque économique immédiat pour des économies, alors certes résilientes par rapport à toutes les crises et tous les chocs que l'on a encaissés ces dernières années, mais des économies néanmoins vulnérables. On le verra notamment avec les chiffres de croissance trimestriels pour différents pays de la zone euro. On devrait tourner autour de zéro, si ce n'est zéro moins encore pour la fin d'année 2023. Oui, puis vous l'avez dit, on va y revenir sur les statistiques, sur les impacts économiques, mais aussi les impacts politiques, puisque le soutien au gouvernement d'Olaf Scholz est au plus bas historique depuis qu'il est au gouvernement, puisqu'il a seulement 17% de soutien de la population. Donc vous voyez, plus personne ne soutient le gouvernement à cause de ce qui se passe et à cause des blocus et d'autres choses qui sont en train de se passer au niveau social. Donc si on revient aux grèves en Allemagne, on sait que, par exemple, les agriculteurs, évidemment, on les a aussi en France, ces problèmes, mais les agriculteurs affirment que les réductions aujourd'hui des prix menacent leurs moyens de subsistance et surtout la compétitivité de l'agriculture allemande par rapport à d'autres agricultures
en Europe et puis en ex-Europe de l'Est. Vous avez aussi la Deutsche Bahn qui est en faillite permanente, qui a une dette de plus de 30 milliards de dollars, eh bien, qui fonctionne au ralenti. Et donc vous avez les cheminots allemands qui font grève, vous avez les transporteurs, je vais y arriver, allemands qui s'insurgent contre l'augmentation des péages, et puis vous avez les médecins allemands aussi qui veulent faire grève. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une situation où déjà, au niveau économique pour l'Allemagne, vous venez de le dire Grégoire, on a une croissance négative, on a une confiance des entreprises et des consommateurs qui est en berne, vous avez des ventes au détail qui sont en croissance négative, vous avez des PMI manufacturiers en zone de contraction, vous avez des PMI, des services en zone négative. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire qu'à la fin, si vous n'avez plus de croissance, vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus de hausse de salaire pas assez élevée que prévu, eh bien vous avez des gens dans la rue et ces gens vont et c'est normal, je dirais, mais ça va accentuer aussi la dégradation économique, puisque il faut quand même rappeler qu'avec le dogme budgétaire, l'Allemagne ne s'est pas endettée et elle voit les fruits de ce manque d'endettement, je dirais, d'une certaine manière, pour les entreprises, on dirait un manque de capex du gouvernement allemand qui se paye cash aujourd'hui. Et donc, si vous regardez, évidemment, l'impact des grèves est difficile à mesurer parce que c'est évidemment la durée de la grève qui vous donnera l'impact économique exact, mais on estime entre 3 et 5 milliards par année les grèves en Allemagne, ce qui représente 0,04% à 0,07% du PIB allemand. Si vous prenez, vous devez vous en souvenir, la grève de Lufthansa en 2019-2020, elle avait coûté à la compagnie aérienne 1,5 milliard de dollars. Et tout dernier exemple, il y avait la grève de Verdi, comme on l'appelait en 2022, qui avait coûté, parce qu'elle avait poussé le gouvernement à augmenter les salaires, elle avait coûté au gouvernement environ 4,3 milliards d'euros. 4,3 milliards d'euros. Et donc on voit ici qu'il y a un impact économique très très important et donc il faut des réformes de fond, bien évidemment. Bon, nous aurons cette semaine et dès demain matin les premières estimations de croissance pour le 4e trimestre pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et pour l'ensemble de la zone euro. Bon, on attend des chiffres autour de 0 ici et là et peut-être même un 0 moins pour l'ensemble de la zone euro sur ce 4e trimestre 2023. Merci beaucoup John, merci pour votre éclairage sur les enjeux du moment et les enjeux de cette semaine intense en matière d'information pour les investisseurs. John Plassard en visioconférence avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabaud.